Sans plus attendre, je vais passer la parole à Cécile Surprenant, que nous accueillons d'autant plus volontiers qu'elle est en première ligne dans le travail mémoriel sur le Collège de France, hein, puisqu'elle a collaboré avec John Shade et Pierre Corvol à l'ouvrage que vous connaissez tous, hein, Le Collège de France, 5 siècles de libre recherche, paru, je crois, il y a 5 ans. Elle coordonne le programme de brassage des disciplines Histoire globale du Collège de France, sous la direction d'Antoine Compagnon, qui avait aussi été l'un des auteurs du précédent ouvrage, programme qui vise à poursuivre ce travail et évidemment avec en perspective de nouvelles publications sur cette mémoire revisitée du Collège de France. C'est à vous. Je vous remercie. Alors j'aimerais d'abord remercier Jean-Luc Fournet de m'avoir invité à célébrer les 150 ans de l'école, l'école que j'appellerai école, enfin, dans mon exposé. Et donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à cette journée. Donc en 1894, Gaston Paris soulignait l'influence considérable que l'école avait exercée sur la Sorbonne, à la faculté des lettres, qui, disait-il, ne ressemble plus à celle de 1858, écrivait-il, car on y trouve représentés bien des enseignements dont il n'y avait pas trace, les cours oratoires y sont de moins en moins fréquents, les cours didactiques de plus en plus nombreux. On y voit même, tout comme dans le petit coin des combles du vieux bâtiment où l'école des hautes études est toujours reléguée, des conférences où le maître fait travailler les élèves et les invite à discuter avec lui. Plus de 20 ans plus tard, en 1918, Émile Durkheim, dans un livre qu'il avait dirigé sur la vie universitaire à Paris, suggère que les principes qui ont présidé à la fondation de l'école se sont même étendus à la nouvelle université, qui encourage désormais, je cite, la culture désintéressée de la science, fin de la citation, plutôt que la recherche de ses conséquences pratiques. Donc si on se tourne vers les rapports du collège et de l'école, cependant, étudier le rôle des professeurs du Collège de France dans la création de l'EPHE, comme je l'avais proposé d'abord, semble vouloir dire que les affinités entre les deux établissements doivent être appréhendées à partir de l'antériorité du collège par rapport à l'école. Dans le livre cité plus haut, Louis Havet, professeur de philologie latine au collège, donc je ne détaillerai pas la carrière, l'un des premiers élèves de la section, disait bien que le collège avait servi de modèle à l'école en ce qui concerne les disciplines enseignées dans la 4e section, ou que l'esprit scientifique du collège avait régné à l'école. Or, mon propos sera de montrer que ce n'est peut-être pas seulement le collège, malgré son ancienneté et ses pratiques pluriséculaires, qui aurait imprimé sa marque sur l'école et ses différentes sections, ce serait également l'organisation dite irrégulière que représentait l'école dans l'enseignement supérieur à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République, qui a constitué un point de référence implicite pour la modernisation de certains usages au collège. L'idée d'irrégularité a des connotations négatives dans les arguments formulés contre l'école en 1880 en faveur de son exclusion du Conseil supérieur, mais elle sert à la même époque à louer sa structure immatérielle, son, je cite, « heureuse tradition d'autonomie » que Duruy défendait dans le rapport préfaçant le décret de création du 31 juillet 1868. Donc, parmi les innovations que l'on pourrait lier à l'école, citons la publication des rapports dès 1872, transformée en annuaire en 1893, qui a précédé et qui a pu inspirer celle de l'annuaire du collège en 1901 et dont la parution est encore incertaine en 1903, lorsque des professeurs se demandent s'il faut vraiment continuer à le publier. Et la structure de l'annuaire proposée en 1901 suit de près celle de l'annuaire de l'école. On pourrait évidemment citer la création des laboratoires, dont certains ont été annexés au collège et situés à l'emplacement des bâtiments F, E et F actuels. Donc, faute de pouvoir établir un bilan de l'influence de l'école sur le collège aussi assuré que celui que Gaston Paris dresse pour la faculté des lettres, mais sans toutefois m'éloigner de ce qui a attiré son attention, j'essaierai de soulever fructueusement la question des apports de l'école au collège en m'intéressant
à la manière dont a été redéfini l'enseignement au collège lors de la refonte importante de ses statuts de 1911. C'est lors de cette nouvelle codification réglementaire du nombre et de la forme des leçons que l'école semble avoir entraîné des changements concrets au collège, comme le laissent voir les discussions auxquelles les professeurs œuvrant simultanément au collège et à l'école ont participé en 1909-1910, discussions que je citerai plus bas. Et je vous fais voir ici la liste des professeurs qui ont participé aux discussions dans l'une des discussions le 14 novembre 1909, donc je laisse cette diapositive. Donc ces débats au début du XXe siècle nous renvoient aux réflexions des réformateurs sur la force de l'enseignement supérieur en France de la fin du Second Empire et des débuts de la Troisième République qui ont mené à la création de l'école. Et ces réflexions qui étaient déjà anciennes à l'époque, en 1909, pardon, avant que la Première Guerre mondiale ne les réactualise, comme en témoigne le livre de Durkheim cité plus haut. La question des élèves a dominé ces débats et a été déterminante pour l'école car c'est leur absence, avec, je cite, la misère des laboratoires considérés au point de vue de l'enseignement, qui aurait motivé l'innovation administrative de Victor Duruy. Et je cite Louis Havet, « Ce que voulait Duruy, c'est que dans le laboratoire, un grand expérimentateur pût associer des élèves à ses recherches. Là, en effet, la participation à l'œuvre commune est autrement instructive qu'un monologue dans la chaire. Telle est l'idée, disait Havet, qui a suggéré la création de l'école. » Havet décrivait le format du séminaire allemand, d'où, je cite, « la chaire est exclue comme nuisible et où l'apprenti qui tâtonne est assis à la même table à côté du vieux routier qui guide. » Fin de la citation. En transformant quelques auditeurs du collège en élèves, en plus d'avoir fourni des candidats élus ou non à certaines chaires du collège, comme on le verra aujourd'hui, la création de l'école aurait eu pour effet, après quelques décennies, d'obliger les professeurs du collège à redéfinir la nature de leur enseignement par rapport à la recherche, sans parler du fait qu'au début, des jeunes gens furent nommés élèves titulaires de la section pour avoir travaillé au Collège de France. Donc les apports de l'école au collège, en ce qui concerne les élèves, ne se résument pas à l'innovation disciplinaire, et en tout état de cause, ils appellent à considérer le renouvellement des disciplines sous l'angle des enseignements, en plus de celui de la recherche. Donc la distinction fondamentale entre l'école et le collège aurait tenu à la présence d'élèves à l'école et d'auditeurs au collège, comme l'affirmait à la Chambre en 1872 William Henry Waddington pour défendre l'école contre une menace de suppression. Dans l'historiographie du collège, l'accent a été mis sur l'installation des nouveaux savoirs, le collège ayant, je cite Renan, mis sa gloire à représenter dans son enseignement l'ensemble de l'esprit humain. Eu égard à la création de l'école, Victor Duruy, quant à lui, accentuait le besoin qu'elle remplirait de former des savants français en fournissant les ressources matérielles pour la transmission des connaissances pratiques. Bien entendu, les deux établissements ont formé et forment des savants. Néanmoins, l'identité de l'école s'est fondée sur la trajectoire des élèves, alors que le collège s'est défini par l'accueil de savants accomplis. Bien que le collège ait été inclus dans la liste des établissements de l'enseignement supérieur dont la qualité du public a préoccupé les réformateurs des années 60, ses professeurs ont très peu discuté de la composition des auditoires par rapport aux nombreux échanges qu'ils ont eus sur les suppléants et les remplaçants qui font figure, en quelque sorte, d'élèves, mais dont le statut est toujours en cause dans les discussions que j'ai citées en 1909. Donc le problème du public a été soulevé au collège avant la création de l'école, par exemple en relation à la répartition des tâches entre le muséum et le collège en 1789, au moment où il était question de transférer toutes les chaires de médecine au muséum. Cependant, la tentative d'introduire des élèves au collège n'a jamais été poussée aussi loin que lors de la création de l'école d'administration au collège en 1948, où les autorités allèrent même jusqu'à publier un guide de l'aspirant, le seul jamais destiné à des élèves au collège. La tentative de fondation fut vite mise de côté, l'école abolie, et les professeurs qui avaient été destitués de leurs chaires furent réintégrés. On peut encore citer les quelques occasions où des professeurs ont proposé d'instituer un diplôme de doctorat au collège, propositions qui ont été rejetées. La différence apparaît également dans les statuts, donc les étudiants et le public ne font l'objet que de quelques mentions dans les textes réglementaires du collège, notamment en ce qui concerne les certificats d'assiduité qu'il est possible de délivrer, alors qu'ils sont omniprésents dans ceux de l'école.
Alors, avant de se tourner vers les textes réglementaires du collège, il convient de rappeler brièvement la grande importance du problème des élèves dans les débats qui ont préparé les réformes, surtout à partir des années 1860. Lorsqu'il revenait sur la situation du haut enseignement après que la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur en 1875 fut promulguée, le ministre Louis Liard rappelait que les réformes qu'il avait été impératif de mener avaient visé, je cite, « à faire des élèves français ». Ce vœu a dominé les écrits des réformateurs des années 1860, parmi lesquels on compte des professeurs du collège impliqués dans les premières années de l'école, et pour certains, dans la Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur fondée en 1878. On peut nommer ici Ernest Renan, Marcellin Berthelot, Gaston Boissier, Michel Bréal, Gaston Paris, Joseph Liouville, parmi d'autres. Dans la vie universitaire déjà citée, Durkheim rappelait comment les facultés, qu'il désignait comme des écoles sans élèves, faute d'élèves proprement dit, avaient dû s'adresser, je cite, aux gens du monde, aux hommes cultivés, désireux de ne pas perdre tout contact avec les choses de l'esprit, ce qui avait eu pour conséquence le remplacement des méthodes et de la rigueur par l'éloquence. Certes, l'art oratoire de noms illustres comme Villemain, Cousin, Guizot avait exercé, je cite, une influence considérable sur l'esprit de la France et même de l'Europe, mais il manquait de grands et puissants ateliers de travail scientifique, disait-il, où collaborent des maîtres et des élèves pour la poursuite de l'œuvre de la science. Les remarques de Durkheim renvoient explicitement à l'article d'Ernest Renan sur l'instruction supérieure en France de 1864, qui a fourni de nombreux motifs aux réformes. Renan y critiquait le public du haut enseignement et de la science et des lettres qu'il partageait entre la foule et les élèves, répartis entre les trois types d'établissements créés depuis la Révolution: les écoles spéciales, les établissements de sciences pures, dont le collège et le muséum, et les facultés de lettres et des sciences. S'il pensait que dans les écoles spéciales, l'auditoire était resté compétent, malgré l'ouverture libérale des écoles à quiconque en exprimait le désir, ce sont ces mots, la gratuité absolue avait créé des problèmes dans les établissements dont les portes furent, déplorait Renan, je cite, ouvertes à deux battants. Cela avait contribué à rassembler, je cite, un auditoire formé par le hasard, composé souvent à deux leçons consécutives de personnes toutes différentes, au détriment des longues déductions scientifiques et des séries de raisonnements. Cet enseignement oratoire aurait été impossible en Allemagne, poursuivait Renan, car les cours étaient payants, assujettis à une rétribution. Ce qu'on veut pour son argent, disait-il, c'est de la science positive. Lorsque les cours sont assujettis à une rétribution, ce qu'on veut pour son argent, c'est de la science positive. L'Allemagne a été un point de référence pour l'économie du libre-échange qui sous-tend les formats allemands qu'Édouard Laboulaye défendait aussi au moment de la création de l'école des sciences libres, l'école libre des sciences politiques. Donc Renan soutenait déjà en 1848 la création de cours libres afin de laisser à l'État le soin de la plus haute instruction destinée à un petit nombre, mesure grâce à laquelle le haut enseignement a pu songer, disait-il, moins à attirer la foule qu'à faire des élèves. Liard avait emprunté son expression, afin de fortifier l'autorité scientifique de la France. Ajoutons sans développer que la défense du collège et de son public idéal, qui était en cause, allait de pair chez lui avec celle de la philologie, science de l'esprit humain, disait-il, une idée qui n'est pas unique à Renan. Une lettre au journal Le Temps de Gabriel Monod, qui défendait l'école contre son exclusion du Conseil supérieur en 1880, détaille les méthodes qui étaient en jeu. Dès le premier jour, disait-il, l'école avait représenté dans l'enseignement supérieur le parti des réformes, celui qui voulait qu'on ne s'adressât qu'à de vrais élèves, qu'on leur donnât des notions précises et l'habitude des méthodes scientifiques, qu'on les exerçât aux travaux de la critique et de l'érudition, dans la neutralité doctrinaire ou religieuse qui comptera au moment de la création de la 5e section des sciences religieuses en 1886. Le manque d'élèves, cependant, n'a pas été immédiatement résolu par la création de l'école, comme en témoigne le, je cite, très pénible souvenir que Gaston Paris rappelle en 1894, c'est-à-dire le moment où, quelques années auparavant, il avait eu à constater à l'ouverture de son cours à l'école qu'il n'y avait pas un Français sur une vingtaine d'élèves. Il en avait été, je cite, tellement attristé qu'il avait quitté la salle, se demandant, je cite, si l'école avait été créée uniquement pour compléter l'instruction des jeunes savants étrangers, avant de retourner faire son cours avec, je cite, un serrement de cœur. Une histoire critique des refontes successives du règlement du collège est à faire.
dans l'esprit de la note que Jacques Flack avait rédigée à l'occasion de celle de 1911, révision dont Émile Levasseur, administrateur de 1903 à 1911, disait qu'elle était un événement d'importance considérable dans l'histoire du Collège de France. Jacques Flack esquissait l'évolution du règlement au XIXe siècle. Pour mémoire, le règlement du Collège. Pour mémoire, sa première rédaction date de 1800. Il a été ensuite révisé en 1829, en 1857, suite à la promulgation du décret du 9 mars 1852, en 1873 et en 1911, dernière révision avant la refonte la plus récente de 2014, si l'on exclut des décrets isolés, comme celui de 1901 ou de 1935 sur l'âge de la retraite. Le décret du 9 mars 1852, promulgué pendant l'épisode dictatorial, limitait le droit de se réunir des professeurs, de révoquer, entre autres mesures. Il avait permis les révocations de Michelet, de Quinet, de Mickiewicz, peu après, en 1852, et celle de Renan en juin 1864. Entre la suspension de son cours et la restitution de Renan en novembre 1870, Duruy avait nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1963, avait promulgué en juillet de la même année un décret accordant à tout professeur titulaire de l'enseignement secondaire ou supérieur le droit de présenter sa défense devant un comité de 5 membres désigné par le Conseil supérieur. C'est en référence à cette mesure que les professeurs lui avaient demandé, je cite, un retour à quelques-uns des articles du règlement de la Restauration. Donc je situe ici la refonte qui a mené au décret du 1er février 1873, qui a été préparé dès le mois de février 1868, et donc qui est contemporaine des enquêtes sur le haut enseignement et de la création de l'école, qui en est ressortie. On ne trouve toutefois qu'une référence directe à l'école dans les procès-verbaux à l'Assemblée du 15 novembre 1868, où les professeurs du collège spéculent sur la teneur d'une mesure ministérielle qui entraînerait, je cite, la modification de la constitution de certaines chaires qui, selon Alfred Maury, consisterait à relier l'école pratique au Collège de France et à l'école des langues orientales, ou, selon Marcelin Berthelot, à supprimer le titre permanent des chaires. Ces questions avaient dû être soulevées au moment où Michel Bréal, Alfred Maury, Gaston Paris, Jules Quicherat de l'École nationale des chartes avaient été chargés de rédiger le règlement de l'école peu avant le décret de 1868. Règlement dont l'esprit avait été, selon Louis Havet, je cite, « d'ignorer les grades qui ne sont apparentés à la science en quoi que ce soit ». Fin de la citation. Ce n'est que quelques décennies plus tard que l'influence de l'école s'est fait sentir. Décennies pendant lesquelles le règlement de 1873 du collège a été en vigueur, l'école s'est développée et l'enseignement supérieur transformé, notamment suite à la création ou à la recréation de l'Université de Paris en 1896. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Instruction publique, Gaston Doumergue, avait invité les professeurs en 1908 à, je cite, accentuer dans le nouveau règlement qu'ils allaient préparer tout ce qui différenciait le collège des autres établissements d'enseignement supérieur, de fortifier les dispositions qui permettront d'accomplir de mieux en mieux sa fonction propre, c'est-à-dire la recherche et l'exposition des vérités scientifiques, sans aucune préoccupation de préparer ni à des diplômes ni à des grades. Une commission de 9 membres avait été élue pour se réunir au mois de novembre et décembre 1909, sous la direction de Levasseur, puis de Maurice Croiset, qui a mené la réforme à bien en 1911. Maurice Croiset à partir de 1911. Donc, parmi les mesures concernées, on compte bien entendu la sélection des chaires, dont la procédure devait être modifiée pour favoriser la transformation des chaires. Je ne détaillerai pas cela ici. Mais Louis avait proposé de répartir les chaires en 6 groupes, un peu à la manière des sections, c'est pour ça que je le mentionne, afin que le choix initial portât sur le groupe auquel la future chaire devait appartenir. Il n'est pas étonnant que lors des discussions sur la nature de l'enseignement de l'influence de l'école, Il n'est pas étonnant que lors de ces discussions sur la nature de l'enseignement, l'influence de l'école se soit concrétisée, si l'on rappelle que plusieurs directeurs d'études et de recherche y ont participé. Lorsque Sylvain Lévy posait la question de savoir quel est le caractère du collège par opposition aux autres établissements d'enseignement supérieur, par exemple, on reconnaît dans la réponse, je cite, qu'il ne confère pas de grade
et qu'il n'existe de grade ni des professeurs ni des auditeurs, le trait sur lequel plusieurs acteurs de l'école ont insisté lorsqu'il a fallu redéfinir le caractère du collège en 1911. Donc, dans les règlements de 1829, on parlait de leçons suivies par les étudiants, je cite, suivies par les étudiants. En 1857, des leçons suivies par le public. Le terme public est maintenu en 1873, et dans le décret de 1911, on désigne le public, au même article, par ceux qui suivent les cours. Dans les discussions de 1909, ce qui est en cause est toutefois la nature des enseignements plutôt que celle des élèves, dans un vocabulaire qui rappelle celui des réformes de 1860. En plus de proposer que les cours soient appelés enseignements, auxquels est finalement ajoutée la mission de publier, il est significatif de voir les professeurs demander à leurs collègues, je cite, d'adapter leurs enseignements aux possibilités pratiques, de les voir citer le mathématicien Paul Appel en 1908, selon lequel le collège se devait, je cite, non de professer ex cathedra, mais de former des disciples initiés aux méthodes. Mais le débat sur les leçons concerne surtout leur nombre, qui a conduit à établir une distinction entre chaires à laboratoire et chaires dites littéraires. Avant la refonte, les professeurs devaient faire, je cite, 2 leçons par semaine et 40 leçons au moins dans l'année. Une consigne surannée et illogique, disait le ministre, avait affirmé le ministre, car il importait de laisser aux professeurs la liberté d'organiser leur travail, de déterminer les heures qu'ils consacrent à des leçons publiques où ils exposent les résultats. Je vous laisse lire la citation, ou dans les laboratoires ou la petite salle de conférence, ici poursuivant des expériences, et ainsi de suite. Donc, sans pouvoir présenter les détails de cette refonte, les registres des assemblées sont disponibles en ligne numérisés, vous pouvez les lire, c'est une lecture très intéressante. Donc, sans pouvoir présenter les détails de cette refonte, on peut se tourner vers un texte de Marcel Bataillon, administrateur de 1955 à 1965, sur le titre « Le nombre de leçons dues par les professeurs au XXe siècle », produit en vue de la rédaction de l'article qu'il avait rédigé, publié dans la Revue de l'enseignement supérieur en 1962. Ce texte conforte l'idée que la nature de l'enseignement, des enseignements, a été l'objet d'innovations importantes, marquantes en 1911. Donc, à ce moment, l'Assemblée, Bataillon raconte qu'en 1909, l'Assemblée a été partagée par ordre des disciplines scientifiques et littéraires sur le nombre de leçons, sur la liberté à accorder aux professeurs de déterminer eux-mêmes ce nombre, et enfin sur les modes d'enseignement selon les disciplines. Et c'est sur ce point que l'on constate la parenté de conception avec l'école. Une large minorité souhaitait conserver le règlement antérieur, tout en réduisant le nombre de leçons pour les professeurs de sciences expérimentales, vu les heures consacrées au laboratoire. La majorité envisageait une importante réduction du nombre de cours, notamment des cours publics, en faveur des recherches et des publications, dont la promotion risquait de se faire au détriment de l'enseignement en général, si celui-ci était défini comme un enseignement public. Le débat a soulevé la question de savoir s'il fallait encourager des modes d'enseignement pratiques à côté des cours publics sous la forme de conférences dans les laboratoires, de direction de travaux, d'excursions et de visites scientifiques. Et selon Bataillon, cette proposition était proposer qu'à côté d'un nombre établi de leçons publiques, les enseignements puissent être donnés sous une forme pratique était hardiment novateur. Donc la réponse du directeur de l'enseignement, Charles Bayet, au projet de la commission éclaire les conceptions associées. Donc Charles Bayet, au moment en 1910, éclaire les conceptions associées à l'école qui ont alors été introduites au collège. Était en jeu la réduction du nombre des leçons, mais aussi l'uniformité, comme je l'ai dit, des modes d'enseignement entre les ordres de discipline, des ordres de discipline. Le directeur disait « La réduction du nombre de leçons ne conduirait-elle pas à, je cite, un affaiblissement de certains des enseignements qui ne sont pas doublés d'un laboratoire ?» Il continue « Ne détournerait-elle pas du Collège de France une partie des jeunes savants français étrangers qui tiennent à venir y faire, sous la direction de maîtres de renom, un apprentissage assidu et prolongé ?» Bayet avait alors esquissé l'article qui a été fixé dans le règlement de 1911, mais ensuite avec quelques modifications, que je vous laisse lire. Au début de juin, chaque professeur fera connaître le sujet de son cours pour l'année scolaire suivante et le nombre de leçons qu'il compte y consacrer. Donc, je passe le détail du nombre. Donc, la question sous-jacente à ces débats, tels qu'ils nous sont rapportés par Bataillon, était de savoir si le collège devait continuer à enseigner tout simplement, quelle que soit la forme d'enseignement.
comme si l'adaptation, je cite, aux conditions nouvelles du travail scientifique qu'Émile Glé, le biologiste, avait mise en évidence en 1909, exigeait un changement radical de sa mission. Émile Glé citait l'Institut Rockefeller en Amérique et à Paris l'Institut Pasteur, qui était, disait-il, surtout voué aux recherches originales et où il y avait un minimum d'enseignement. Le collège ayant toujours été voué aux recherches originales, n'était-ce pas en effet le volet enseignement qui était visé dans les propos de Glé et dans les débats? Donc, je cite Bablon, le nouveau règlement avait servi à distinguer les différences de conception qui donnent au collège son individualité à côté de l'université et à s'adapter à l'organisation générale de l'enseignement supérieur en France. Il l'avait fait en se rapprochant du caractère de l'école, en se transformant, disait Bablon, en un laboratoire public où ce ne sont pas les élèves qui changent, mais les programmes. En conclusion de sa synthèse, et j'arrive à ma conclusion, Bataillon rappelait des débats qui avaient animé l'Assemblée à la fin des années 50 et qui avaient été déclenchés par une demande de congé d'1 an de la part d'un professeur pour terminer une publication. Après délibération et discussion entre 1956 et 1959, la règle avait été finalement assouplie le 29 juin 1959, où il avait été décidé que les professeurs, je cite, désireux de le faire, étaient, je cite, autorisés à adopter un nombre variable de leçons entre 18 pour les chaires à laboratoire et autour de 26 pour les autres. De même, il était stipulé que les leçons ayant le caractère d'un séminaire pourraient avoir lieu dans un laboratoire ou un cabinet spécialisé et que les professeurs devaient nommer, je cite, les participants actifs dans leur rapport annuel. Bataillon renvoyait au débat de 1909 pour montrer que, disait-il, les aspects essentiels de la question n'avaient pas changé dans les années 60. On y retrouve en effet l'opposition entre cours publics, d'une part, et séminaires et travaux pratiques, d'autre part, qui a dominé les débats en 1909 et qui rappelait à cette époque les débats entourant la création de l'école. Mais s'il fallait adapter les pratiques au rythme de vie de notre époque, disait Bataillon, on ne saurait le faire sans un mûr examen, surtout en ce qui concerne la mission d'enseignement du collège, car, pensait-il, le collège, je cite, ne pouvait s'affranchir de ce devoir d'enseigner sans se renier et périr. Mon dernier paragraphe. Au début du XXe siècle, il semble ainsi qu'il ait été moins urgent de réitérer l'importance de la mobilité des savoirs. Il fallait même limiter le nombre de chaires devant les exigences budgétaires, et je passe le détail de ces discussions. Il semble qu'il ait été moins urgent de réitérer l'importance de la mobilité des savoirs qu'il n'a été nécessaire de préciser la mission d'enseignement du collège dans un contexte où la pratique de la recherche, en voie de se faire, s'était répandue au-delà du collège, notamment à l'école. Le collège avait jusque-là accueilli des savoirs nouveaux, sans pour autant innover quant à l'organisation de la recherche. Au contraire, il a insisté sur le maintien de son organisation pluriséculaire. Or, la diversification des savoirs n'allait-elle pas de pair avec l'invention de nouvelles formes d'établissement? C'est peut-être là une des questions que l'école, avec son double caractère d'unité simplement morale et de ressources matérielles, a légué aux générations qui ont suivi sa création. Après s'être imprégnée de l'esprit du collège, l'école lui aurait inspiré la modernisation de ses usages, parmi d'autres facteurs bien entendu, modernisation que Louis Havet résumait avec éloquence en 1922 lorsqu'il désignait le collège comme la vénérable école des hautes études de François Ier. Je vous remercie.